La sélection librairie du mois de décembre. Drôle d'oiseau d'Élie Girard, édité par Shellac Sud. Ma vie, jeune provinciale âgée de 27 ans, vient d'arriver à Paris. En attendant d'avoir son propre appartement, elle s'est installée chez une amie. Un jour, dans un café, elle voit une annonce proposant des heures de permanence dans une librairie, ainsi qu'un studio. Elle décide de s'y rendre et rencontre son gérant, Georges, de 50 ans, son aîné. C'est un homme râleur, désabusé et misanthrope. Malgré son abord assez rustre, il charme la jeune femme par son érudition. Commence alors une drôle et improbable relation d'amour-amitié. Dans son premier film, Belleville Tokyo, il y a 6 ans, avec Valérie Donzelli et Jérémy Inclin, Élie Girard racontait un amour qui finissait mal. Avec ces deux drôles d'oiseaux-là, il ne peut même pas commencer. La jeune réalisatrice filme alors ce beau couple platonique comme une rêverie, avec des mots en voix off, avec des déambulations qui n'auraient pas renié ces grands-pères de la nouvelle vague, même si justement, en leur temps, Truffaut ou Rivette le manquèrent. Jean Sorel trouve grâce à Élie Girard un de ses plus beaux rôles, un homme qui porte un secret, à la beauté et au mystère immuable. Wrong Element de Jonathan Little, édité par Blackout. Jonathan Little, écrivain et journaliste franco-américain, auteur du roman Les Bienveillantes qui avait remporté le prix Goncourt 2006, troque sa casquette d'auteur pour celle de cinéaste, avec son premier long-métrage, Wrong Element. Dans son roman fleuve Les Bienveillantes, Jonathan Little interrogeait la responsabilité individuelle face au mal à travers le portrait d'un officier nazi. La question hante également le premier documentaire de l'écrivain, mais avec une acuité plus terrible. Les bourreaux de Wrong Element ont commis leurs exactions quand ils étaient adolescents. À partir de 1989, dans l'Ouganda ravagé par la guerre civile, le mouvement rebelle Lord's Resistance Army, l'armée de la résistance du Seigneur ou LRA, a enlevé plus de 60 000 jeunes pour les transformer en soldats. Dès l'âge de 13 ans, Geoffroy et Mike ont reçu l'ordre de piller, de torturer et de tuer. Naïti, elle, a été esclave sexuelle pour les cadres de l'organisation. Après des années de cauchemars, ils ont réussi à fuir et à bénéficier de l'amnistie accordée aux repentis. Face à la caméra, toujours à bonne distance, ils racontent leur tentative de retour à une vie normale. Difficile de se réinsérer dans une société dont on a été longtemps l'ennemi, où les familles des morts réclament vengeance. Le réalisateur chronique les retrouvailles des trois amis sur le lieu même de leur passé sanglant. Les herbes hautes ont effacé leurs traces du quartier général de la LRA. Mais Geoffroy, Mike et Nighty se souviennent de tout. Alternent les récits terribles et les blagues, rejouent la guerre dont ils furent les acteurs autant que les victimes, et redeviennent des enfants. Lou Andreas Salomé, de Cordula Kablitz-Post, édité par Bodega Film. Esprit rebelle, l'intellectuel d'origine russe, Lou Andreas Salomé, ne peut que déplaire au régime nazi. C'est dans ce contexte qu'elle entreprend de rédiger ses mémoires. Quand elle est plus jeune, elle rencontre Nietzsche, qui tombe immédiatement sous le charme de cette femme avant-gardiste. Paul Rie, un riche philosophe allemand, demande en vain Lou en mariage. Il va s'organiser un étrange ménage à trois, platonique. Rilke, de 14 ans, son cadet, se meurt d'amour pour elle. De son côté, la jeune femme refuse de renoncer à sa liberté en se mariant. Elle rencontre Freud, l'admiration est réciproque. Lou Andreas Salomé est considérée comme la première femme psychanalyste de l'histoire. Ses œuvres sur la sexualité féminine auraient grandement inspiré Freud. Mais elle est avant tout une femme en avance sur son temps. À une époque où les conventions corsetaient les femmes, elle refusait de s'y soumettre. Une femme qui est allée à l'université de Zurich, malgré les réticences de sa mère pour étudier la philosophie. Elle revendiquait alors le droit de faire une colocation avec deux hommes en dehors de toute relation conjugale, comme de simples camarades, ce qui était un véritable outrage à l'époque. Lou Andreas Salomé est donc avant tout une femme qui cherche à s'émanciper malgré toutes les pressions extérieures. Ce biopic cinématographique est le complément idéal de l'essai de Dorian Astor intitulé Lou Andreas Salomé. Code inconnu de Michael Haneke avec Juliette Binoche, édité par Potemkin. Anne, jeune comédienne, s'apprête à faire carrière au cinéma. Son ami Georges est photographe de guerre. Il est rarement en France. Le père de Georges est agriculteur, mais son frère cadet, Jean, refuse de reprendre la ferme familiale. Amadou est éducateur musical dans un institut pour sourds-muets, tandis que Maria, originaire de Roumanie, envoie au pays l'argent qu'elle gagne en mendiant. Ces personnages sont tous très différents, mais ils ont une chose en commun. Laquelle ?
Le film offre un kaléidoscope d'événements mineurs de la vie de plusieurs personnages à des lieux différents. Des plans-séquences ponctuent le récit, certains durent plus longtemps que d'autres. Il s'agit d'enfoncer le clou du racisme, de la violence des sociétés industrielles et de l'aliénation dans nos capitales. Les temps modernes de Charlie Chaplin, en version restaurée, édité par Potemkin. Les temps modernes est une comédie dramatique américaine sortie en 1936. Il s'agit du dernier film muet de son auteur et du dernier qui présente le personnage de Charlot, lequel lutte pour survivre dans un monde industrialisé. Le film est une satire du travail à la chaîne et un réquisitoire contre le chômage et les conditions de vie d'une grande partie de la population occidentale lors de la Grande Dépression, imposée par les gains d'efficacité exigés par l'industrialisation des temps modernes. Les vedettes du film sont Charlie Chaplin, Paulette Goddard, qui fut pendant quelques années la compagne de l'auteur à la suite du tournage, Henry Bergman, Tinley Sanford et Chester Conklin. Les temps modernes, au-delà de son intention et de son pouvoir comique, est une brillante réflexion sur la condition de l'homme moderne. Tourné dans les années 30, ce film conserve aujourd'hui un vrai pouvoir critique, une actualité et une pertinence forte. Un chef-d'œuvre intemporel. Le DVD est accompagné de nombreux bonus comme un livret comprenant des critiques et analyses du film, une préface de David Robinson, des galeries photos de tournage, de dessins et d'affiches. Aïda de Clémente Fracassi avec Sophia Loren et la voix de Renata Tebaldi, édité pour la première fois en DVD par Bel Air Classique. Le film est l'adaptation du célèbre opéra de Verdi sur la base du livret original d'Antonio Ghislanzoni. Aïda, princesse éthiopienne, et l'esclave d'Aménéris, fille du pharaon. Toutes deux se disputent le cœur de Radamès, noble guerrier égyptien. Celui-ci est nommé chef suprême des armées pour repousser les troupes marchant sur l'Égypte. Aïda est le premier film d'opéra à grand spectacle en couleur et le premier grand rôle de Sophia Loren, âgée alors de 19 ans. Dunkerque, le docu-fiction de la BBC édité par Shawshank Film. Porté par Benedict Cumberbatch et Simon Russell Bale et Timothy Dalton, chargé de la narration, ce film raconte le sauvetage des troupes anglaises et françaises qui se sont retrouvées encerclées par l'armée allemande dans le détroit de Dunkerque en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Une opération appelée Dynamo est alors mise en place afin de rapatrier les soldats vers l'Angleterre. Petit secret des grands tableaux, une collection de films d'animation d'Elisabeth Couturier et Thomas Chesson, édité par Arte. L'histoire de l'art comme vous ne l'avez jamais vu. Entre innovation numérique et décryptage ludique, 10 explorations de grandes toiles à la rencontre des artistes et de leur époque. Déambulation picturale, grâce aux techniques de l'animation numérique, chaque épisode passe à la loupe un tableau de maître, déambulant littéralement à l'intérieur de l'œuvre, à la recherche de perspectives inédites. Au-delà de l'analyse graphique, la collection racontée par Clémentine Sélarié voyage derrière la surface de la toile pour saisir le contexte de sa création et capter l'esprit de son époque, retranscrit à l'aide d'une abondante matière iconographique, cartes, gravures, photographies. Dans la 4e saison, chaque film est un voyage, une enquête et une aventure de l'art médiéval à l'art moderne à travers toute l'Europe, de Rome à Amsterdam, en passant par Venise et Florence, de Madrid à Moscou, de Paris à Berlin. Grâce aux techniques d'animation numérique 2D et 3D, le tableau prend vie. L'animation abolit les limites du cadre et nous entraîne au cœur de la toile pour nous projeter dans son époque et son histoire. Les grandes œuvres du passé deviennent des foisonnants témoignages, tissés de secrets et fourmillant de mystères. Derrière la surface de la peinture, les détails s'éveillent pour raconter l'esprit du temps, les soubresauts de l'histoire. Les guerres, les révolutions, les transformations économiques, les découvertes scientifiques, les croyances et les courants d'idées. Entre invention graphique et création artistique, exigences historiques et scientifiques, les films s'attachent à révéler par l'image le secret des œuvres majeures. Une revisitation ludique et vivante de l'histoire de l'art à l'heure du tout numérique. Pour les fêtes de fin d'année, un coffret regroupant les 4 saisons est disponible également. La 4e saison sera diffusée sur Arte en décembre. Peggy Guggenheim, la collectionneuse, de Lisa Imordino Vreeland, édité par Blackout. La vie tumultueuse de Peggy Guggenheim est bien connue. Sa voix beaucoup moins. C'est elle que l'on entend tout au long du documentaire que lui consacre la réalisatrice. Un petit miracle. Des cassettes enregistrées jadis par sa biographe officielle, Jacqueline Bogart, qui avait été égarée. Des heures d'interviews retrouvées par la documentariste dans une cave de Park Avenue à New York. Une immersion fascinante dans la vie d'une figure emblématique de l'art moderne. Quelle vie!
On ne peut s'empêcher à la vision de Peggy Guggenheim, la collectionneuse, d'admirer un parcours qui sans doute ne ressemble à aucun autre. Triomphal sur le plan professionnel, largement plus contrasté sur le plan personnel. Il brasse tous les artistes contemporains. La liste est trop longue, mais on cherche en vain quelqu'un qui ne lui ait pas échappé. À la faveur des rencontres, amicales, sexuelles par moments. Car ce qu'on apprend de plus étonnant, quand on ignore à peu près tout de la vie de Peggy Guggenheim, c'est bien cette liberté sexuelle, qui lui valut réputation et sarcasme, mais qui font d'elle aussi une femme libre, largement en avance sur son temps. César, sculpteur décompressé, le film officiel de l'exposition César au Centre Pompidou, édité par Arte. 20 ans après la disparition de César, cette figure majeure du nouveau réalisme restait l'une des rares à ne pas avoir bénéficié d'une manifestation d'ampleur au Centre Pompidou. Cette rétrospective réunit une centaine de ses œuvres venues du monde entier. Certains cycles méconnus, comme ceux des premières Vénus, des sculptures de plexiglas emrubannées, des championnes à partir de carcasses d'automobiles, réalisées en 1986, de la suite milanaise de 1998, constituent des ensembles qui ne furent encore jamais réunis. Cet artiste, au fil de plus de 50 ans de carrière, aura profondément renouvelé son travail de sculpteur, conduit sans cesse par la logique des matériaux qu'il s'appropriait. Jovial et sombre à l'image de son œuvre réquisitoire de notre société industrielle. Il est parvenu à en métamorphoser des marchandises emblématiques en alliant une extrême violence à un souci du classicisme. Certaines de ses œuvres comptent parmi nos icônes de la sculpture moderne. Après avoir côtoyé les artistes de Saint-Germain-des-Prés et de Montparnasse, il se fait remarquer par une technique qui lui est propre et le conduira à la célébrité. Ce sont les fers soudés, les Vénus et les bestiaires inventés, faits d'insectes et autres animaux, parfois chimériques, qui le conduisent en 1954 à sa première exposition personnelle à la galerie Lucien Durand. Confrontant sans cesse son œuvre au classicisme et à la modernité, César élabore une pratique que le critique Pierre Restani jugera être l'opposition continue entre Homo faber et Homo ludens. Sans cesse jouant du contraste entre une maîtrise assumée du métier de sculpteur et des gestes profondément novateurs, César surprend son public lorsqu'au tournant des années 1960, il réalise ses premières compressions, cycle qui ne s'interrompra qu'à sa mort. Elles sont l'un des gestes les plus radicaux de la sculpture du XXe siècle et seront présentées aussi bien à la Documenta de Cassel qu'à la Biennale de Venise et inspireront de nombreux artistes contemporains, des Américains Linda Benglis ou Charles Ray aux Français Bertrand Lavier. Inventif et guidé par la logique du matériau, César développera aussi un principe contraire, opposé et dialectique avec ses expansions. Au métal compressé succède le polyester et d'autres matériaux que l'artiste teinte et polit, leur appliquant son savoir-faire et une méthode propre à celle de la sculpture classique. Ticket Follies est le premier chef-d'œuvre de Frederick Wiseman, en version restaurée et édité par Blackout. Ce documentaire montre la vie quotidienne des patients détenus dans l'unité carcérale psychiatrique de l'hôpital de Bridgewater. Les conditions de vie des patients sont déplorables. Ils subissent le harcèlement verbal et physique de la part du personnel de l'administration, soignants et gardiens. C'est une œuvre phare du cinéma documentaire, un brûlot interdit de diffusion pendant plus de 20 ans aux États-Unis. Le premier choc du film est celui d'une révélation brutale. Montrer ce qui était jusque-là maintenu hors de la vue du plus grand nombre, à savoir le peuple des fous. Ses comportements incohérents et ses postures démantibulées. Devant la caméra de Wiseman et de son chef opérateur John Marshall, se succèdent différents types d'aliénés, des délirants aux paranoïaques, des schizophrènes aux pervers sexuels, et avec eux tout un cortège de visages convulsifs, de gestes détraqués, de propos obsessionnels. Cette collection de dérèglements agit tout d'abord comme un violent démenti au corps hygiénique tel que construit par l'imagerie américaine, celle de la publicité, de la télévision et du cinéma. C'est tout le refoulé d'une société qui surgit à travers le noir et blanc quasi expressionniste de la photographie. Dès ce premier coup d'éclat, qui inaugurait une œuvre prolifique, Wiseman saisissait, avec une acuité sidérante, la coercition que le pouvoir exerce sur le corps. Une idée folle, documentaire sur l'enseignement de Judith Gumbrack, édité par Kamehameha. Tourné dans 9 établissements scolaires, publics et privés, de la maternelle au collège, aux 4 coins de la France. À l'école des Bosquets, à Épierrus dans le Val d'Oise, à l'école Le Blé en Herbe, à Trébedan dans les Côtes-d'Armor, à l'école Colibri, à La Roche-sur-Grane dans la Drôme, au collège Clisthène, à Bordeaux en Gironde, à l'école Tourouzel, à Tourouzel dans l'Aude, à l'école Émile Zola, à Lorgues dans le Var, à l'école Living School, à Paris,
à la Maison de l'Enfant à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et à l'école Montessori-Morvan de Bar-le-Régulier en Côte d'Or. Une idée folle pose la question du rôle de l'école au XXIe siècle à travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents et ainsi que d'experts de l'éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer? En cultivant l'empathie, la créativité, la coopération, la prise d'initiative ou encore la confiance en soi et l'esprit critique chez l'élève. En parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou, celui de former une future génération de citoyens épanouis et responsables, qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure. Une idée folle, c'est celle d'une école qui permettrait de former des adultes capables de s'épanouir dans un XXIe siècle de changement global et d'être les acteurs de ce changement. Un film à voir avec les enfants ou entre parents pour en savoir plus sur l'école. Les Trois Mousquetaires de l'espace et Les Trois Mousquetaires dans le temps sont deux chefs-d'œuvre de l'animation sud-coréenne sous l'influence du grand Leiji Matsumoto, édité par Crocofilm. Les Trois Mousquetaires, José, Tantari et Géoda, sont passionnés par l'espace. Une nuit, ils voient un objet volant s'écraser dans la forêt. Ruru, le roi des enfants du royaume de l'espace, est à bord. Ruru invite les Trois Mousquetaires dans son royaume de l'espace. Au cours de ce voyage, une terrible bataille s'engage dans l'espace pour détruire l'ennemi au milieu d'une pluie de météores. Parmi les autres influences du film, on peut citer bien sûr l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais aussi Peter Pan ou encore L'Oiseau bleu. La bande originale très réussie achève de faire des Trois Mousquetaires de l'espace une curiosité tout à fait digne d'intérêt. Les bénéfices de cette édition collector seront reversés à ProAid Autisme. René Redzepi Noma, deux documentaires passionnants qui nous entraînent dans les cuisines du meilleur restaurant du monde, édité par Urban Distribution. De la rencontre d'un chef et de toute sa brigade avec les saveurs méconnues du Japon, le documentaire filme le pari fou du chef René Redzepi, fermer son restaurant plusieurs fois sacré le meilleur du monde pour le rouvrir à Tokyo pendant quelques semaines, réinventer une carte, recréer des saveurs uniques avec des fruits, des légumes, des herbes que l'on ne connaît pas, raconter une histoire dans une succession de plats inédits. Comme le dit l'un des cuisiniers, l'excellence naît des échecs. Nous assistons au processus de création et la tension monte à mesure que l'ouverture approche. Une belle immersion au cœur de l'exception gastronomique, Noma au Japon, un documentaire de Maurice Dekers, et le documentaire de Pierre Deschamps, le génie derrière le restaurant Noma. Durant 33 mois, le réalisateur a suivi le chef dans sa quête vers la perfection, le long chemin aussi pour le chef Redzepi pour récupérer le titre de meilleur restaurant du monde au 50 Best. Après avoir été détrôné en 2013, il a récupéré le titre en 2014 et cédé la première place en 2015. Top of the Lake, China Girl, saison 2. La série déjà culte de Jane Campion, éditée par Arte. 4 ans après la première saison, l'inspectrice Robin Griffin replonge dans un maelstrom de périls et d'épreuves. Nicole Kidman rejoint Elizabeth Moss pour ce retour très attendu de la série de Jane Campion. Les héroïnes enquêtaient sur la disparition d'une enfant de 12 ans dans une minuscule commune paumée au bord d'un lac en Nouvelle-Zélande, qui héberge notamment une communauté de femmes dont beaucoup se sont retirées du monde après avoir été victimes de violences sexistes. La série explorait des thèmes durs, le féminicide, la violence conjugale, sexuelle, le viol, le mépris des hommes envers les femmes. C'était un programme difficile, percutant et d'utilité publique. Cette saison promet d'aborder les thèmes de la prostitution et des prédateurs guettant les jeunes filles. L'héroïne enquête cette fois-ci sur la disparition d'une femme d'origine asiatique qui semble liée au milieu des travailleuses du sexe. L'intégrale de la série est également disponible en fin d'année. Bizarre, Bizarre, volume 3, édité par Élysée. Bizarre, Bizarre est une anthologie d'histoires courtes, horrifiques et fantastiques inspirée de l'œuvre de Roald Doyle. Ce dernier présente chaque épisode dans un prologue. La série se caractérise par, à la fin de chaque épisode, un coup de théâtre inattendu montrant la réalité d'un autre œil, pour une conclusion tragique et parfois surréaliste. 32 nouvelles histoires mystérieuses et sordides qui vous feront voir la réalité d'un tout autre œil. La caméra explore le temps, volume 7 de André Castello, Alain Decaux et Stelio Lorenzi, édité par Élysée, une anthologie d'énigmes historiques sous forme de fiction, jouée par une éblouissante distribution issue de la Comédie Française. 4 nouveaux épisodes de la série culte historique où la réalité dépasse parfois la fiction. L'histoire du général Mallet est en effet pour le moins rocambolesque. En quelques heures à peine, il faillit renverser Napoléon. Découvrez également l'histoire autour de la vérité sur l'affaire du courrier de Lyon, qui devint le symbole de l'erreur judiciaire. Et admirez le courage et la dignité de Charles Ier face à son sort. Toujours conçu sous forme d'énigmes, avec de nombreux documents authentiques à l'appui, les épisodes sont ensuite analysés par André Castello et Alain Decaux. La meilleure façon de réviser l'histoire de France.
120 battements par minute de Robin Campillo, édité par Memento. Le film retrace les années d'Act Up et restitue la rage de vivre et d'aimer de militants et de malades du sida. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont pleins d'ardeur et de fureur, leur vie baigne dans quelque chose de lyrique et leur combat se mène sous le patronage de valeurs désormais indéboulonnables. La liberté de l'individu et la lutte contre toutes les discriminations, entre autres. Robin Campillo nous retranscrit l'ambiance désordonnée et tumultueuse, passionnelle aussi, qui régnait dans cette association où lui aussi milita. Sa caméra nous embarque au cœur des actions, coups de poing, d'Act Up, mais également au centre des débats qui agitent et opposent parfois férocement ses membres. Il se faufile, régulièrement aussi parmi les souhaits dansantes des militants dans la nuit, évanescentes, exaltées par des ralentis très éloignés, où Robin Campillo ne manque pas d'érotiser ses personnages. Car la lutte, la fête et le flirt font tous ensemble partie intégrante de la vie d'Act Up, qui ne s'en cache pas. Le film représentera la France aux Oscars.